Pour avoir par exemple beaucoup travaillé sur les monopoles, la démonopolisation, les services d'intérêt économique général, c'est vrai qu'il y a probablement une doctrine française qui reste marquée aussi par l'école dite du service public. Il y a des enjeux que probablement on perçoit de manière un peu différente. C'est vrai que la doctrine française, par exemple, quand on prend un manuel de droit matériel, on a soit de la concurrence, soit de la libre circulation. Quand on prend un manuel britannique, on a souvent des aspects institutionnels, des aspects relatifs aux 4 ou 5 libertés maintenant, et puis des aspects de droit de la concurrence, voire d'autres aspects de politique, ce qui apporte effectivement un éclairage qui est un peu différent. La doctrine française, elle reste quand même très marquée par je trouve, par ce compartimentage, y compris en droit européen. Après, souvent, elle a les mérites du raisonnement à la française, c'est-à-dire que souvent, quand même, elle est très, très problématisée. Beaucoup plus que sur des logiques très déductives, ce qui est le cas par exemple d'une doctrine que je lis, même si je la lis probablement pas très bien, qui est la doctrine italienne. Mais pareil, on ne pense pas exactement de la même manière. Probablement mal positionné sur l'échiquier européen parce que, je pense parce que d'abord c'est du français et que je pense qu'il faut aussi qu'on arrive à considérer que la langue largement majoritaire, en tout cas si je me place au niveau des institutions, c'est beaucoup l'anglais, même si c'est probablement pas... Enfin, l'anglais international plus que l'anglais d'Oxford. Donc je pense que la doctrine française mériterait probablement, dans un certain nombre de cas, d'avoir des résumés en anglais, puis peut-être d'être plus accessible effectivement aux Anglais. Je pense que la doctrine française, elle peut avoir du mal à exister à cause des éditeurs français, qui restent très franco-français, qui reste très sur des logiques de diffusion qui restent encore un peu confidentielles ou qui deviennent confidentielles. Donc je pense que pour que la doctrine française puisse aussi jouer un rôle, c'est-à-dire tout simplement être lue, je pense qu'il faut aussi être sur des logiques d'open access un peu plus, peut-être un peu réfléchies. Ce que moi je suis en train de faire en ce moment, je suis en processus par rapport à ça, mais je pense que c'est l'une des clés, c'est que tout simplement pour qu'elle soit lue, y compris en français, il faut qu'elle soit accessible, et c'est sur ce droit d'accès, je pense qu'il faut travailler, et on se rend compte qu'on a des contrats d'édition, quand on a des contrats d'édition d'ailleurs, qui souvent sont des contrats d'édition pas très très compatibles effectivement avec cette logique d'open access, qui est probablement aujourd'hui ce qui permet tout simplement d'être lu, je pense, et en particulier au niveau européen. L'Université de Strasbourg est très très en pointe sur le lobbying sur l'open access, avec un président qui préside la LERU et qui est très clairement en faveur de l'open access. Alors je pense qu'effectivement on est très en retard en fait dans la manière dont on pense les choses. Je pense pour 2 raisons quand on est juriste. C'est que d'abord on a un problème que se posent les sciences dures et qu'on ne se pose pas, qui est le libre accès aux données, ce qui nous, et quelque part, est un acquis. La législation, les arrêts, d'ailleurs, bénéficient de l'open access, ce qui me semble extrêmement important, en tout cas dans la pratique quotidienne d'un juriste. Donc ça, c'est un premier élément que nous, on a acquis, que les scientifiques souvent n'ont pas de la même manière, puisque eux ont tout un travail de collecte des données, de traitement des données, de valorisation des données, qui est considérablement plus compliqué que ce que nous on a affronté. Je pense qu'après, on peut avoir du mal avec l'open access, parce qu'on reste sur une logique très, très de propriétaire privé par rapport à ce qu'on écrit.
ce qui est certainement un marquage par rapport à cette logique de droit d'auteur. Même si dans le fond on fait tous la même chose, c'est-à-dire que je pense qu'on finit tous par consulter des articles de collègues qu'on a trouvés par hasard sur Internet, sans plus poser tellement de questions, c'est juste pratique parce qu'on les a en direct. Je pense qu'aujourd'hui c'est mieux de valoriser sur ce plan-là un droit d'accès réfléchi, plutôt que d'être sur une logique de copyright à l'ancienne. Qui ne favorise qu'une chose, c'est en fait le téléchargement illégal de musique, mais aussi la consultation sans faire très attention à ce qu'on fait de beaucoup d'articles de doctrine qu'on finit par trouver par un moyen ou par un autre en libre accès sur Internet. Donc je pense que c'est important d'y réfléchir, parce que c'est important d'y réfléchir sur la manière du coup dont on va rentrer ces données-là dans des archives ouvertes, ce qui est le casse-tête chinois qu'on a tous à affronter avec les différents dossiers d'évaluation, et ça nous casse les pieds au moment du dossier d'évaluation. Mais je pense que derrière, il y a une vraie réflexion sur qu'est-ce qu'on veut faire apparaître. Typiquement, je pense que la note de jurisprudence de quelques lignes n'a pas vocation à être en open access et à être quelque chose qui est véritablement de la doctrine. Par contre, qu'il y a plein d'articles de mélange, par exemple, qui serait bien d'avoir en open access, parce que souvent, dans les mélanges, c'est un peu là où on innove, si je puis dire, parce que je pense qu'on n'est pas très, très innovants quand on est juriste, mais c'est quand même là où on réfléchit un peu plus, je pense, que dans d'autres revues, qui vont certes faire le commentaire de l'actualité, etc., mais sans qu'il y ait une valeur ajoutée qui est toujours très, très, très présente, ou un chapitre de livre, ou voilà, qui souvent sont encore très confidentiels, souvent très chers d'ailleurs. C'est des bouquins qui sont très chers, donc on trouve effectivement dans certaines bibliothèques, puis il y a quand même beaucoup de bibliothèques qui ont aussi fait des sacrifices importants ces dernières années, parce que c'est des budgets qui deviennent aussi difficiles à justifier, et difficiles à justifier aussi par rapport à des collègues qui ont besoin d'accès à des données. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Après, je disais c'est un droit d'accès, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement, il faut probablement négocier des périodes d'embargo, ce qui permet aussi à l'écrit de rester, parce que je pense qu'on est dans des matières sur lesquelles l'écrit restera important. Maintenant, l'écrit peut être aussi un écrit par Internet. Alors après tout, si on l'a compris pour le contrat, il faudrait peut-être qu'à un moment on arrive à le comprendre aussi pour l'article de doctrine, parce que je pense que c'est une condition tout simplement de diffusion, même si nous on a un modèle très propriété privée, qui correspond d'ailleurs à une manière d'évaluer notre recherche qui reste très individualiste. Et ça, je pense qu'on ne peut plus tenir. Parce que je ne vois pas comment on fait pour faire de la doctrine autrement qu'en développant un minimum de logique collective. Parce que moi, j'arrive pas à lire tout ce qui sort et à maîtriser toute l'information, même qui ne sortirait que de la Commission européenne et des institutions européennes pour le droit que je pratique. Donc je pense que c'est très lié probablement aussi à cette réflexion-là. C'est-à-dire ce qu'on va mettre dans une archive ouverte, ce qu'on va mettre en open access, c'est ce qui pourrait générer aussi plus de réflexion collective. Et là, je pense qu'on n'est pas très en avance quand même dans le domaine juridique, et que ça commence à nous porter préjudice. Je pense à une chose très simple qui, moi, me préoccupe beaucoup en droit, c'est la révolution qui est introduite par le numérique, parce que je pense que c'est une vraie révolution. J'aime pas le mot, que je trouve qu'on surutilise, mais je pense que c'est vraiment un nouveau paradigme, et je pense qu'on n'a pas... On finit par raisonner. Je pense une chose simple, mais quand on continue à réfléchir la protection des données personnelles à partir de l'idée qu'on cachette une lettre, parce que c'est ça en fait, le droit à la vie privée derrière, c'est vraiment l'idée qu'on cachette la lettre ou que vous mettez un rideau sur une fenêtre. Je pense qu'aujourd'hui c'est... Voilà, et qui derrière donne le consentement éclairé aux données qu'on met, c'est plus possible de réfléchir comme ça. Mais pour arriver à réfléchir à quel instrument juridique pourrait être intéressant dans ce contexte-là, je pense que d'abord on a besoin de réfléchir à plusieurs branches de droit, puis on a surtout besoin de réfléchir à des gens qui vont nous expliquer comment est-ce qu'aujourd'hui, à partir de 3 données personnelles, on profile les gens.
Et ça, c'est pas les juristes qui peuvent l'expliquer, c'est probablement un vrai travail pluridisciplinaire. Mais si on veut réussir à véritablement introduire le pluridisciplinaire en droit, il faut probablement qu'on soit plus pluridisciplinaire entre les différentes branches du droit. Et ça l'open access, c'est intéressant quand on voit le Conseil d'État, par exemple, qui met en place tout un groupe de réflexion à partir du moment où il décide de mettre beaucoup plus de choses sur Internet, de mettre l'ensemble de ses décisions sur Internet. Je pense qu'on n'écrit pas exactement de la même manière. On ne donne pas de l'information de la même manière, effectivement. Et donc, l'open access, c'est aussi un bon moyen de réfléchir à ces mutations du droit et puis à probablement l'insuffisance d'un certain nombre de mécanismes juridiques. D'accord. Qui n'était peut-être pas tout à fait la réponse. Effectivement, tout n'a pas vocation à être mis en open access, d'abord dans les choses qu'on écrit, et puis probablement qu'il y aurait des choses que généralement on ne montre pas en droit, qui est la version préparatoire par exemple d'un article. On le voit apparaître chez certains collègues et sur certains blogs, mais par exemple quand on fait un papier pour une conférence, ou même quand on ne fait pas de papier mais qu'on travaille avec juste un PowerPoint ou quelques notes, mettre ça en open access, et développer en fait l'idée que la communauté des chercheurs peut faire des commentaires, ce qui est la pratique par exemple des collègues en économie, je pense que ça peut faire avancer effectivement d'abord votre propre analyse de la chose, mais ça peut faire avancer un problème, parce que du coup ça permet par le libre accès d'avoir aussi la liberté de pouvoir commenter, de pouvoir ajouter une chose à laquelle on n'a pas pensé et qui, dans une version définitive, bah évidemment, après sauf à dire que la version définitive de un tel ne comprend pas tel élément important, je pense qu'aujourd'hui, ça devient fondamental parce qu'encore une fois, il y a une telle massification des données au niveau juridique et au niveau global, on n'est même plus tout à fait sûr d'être à jour maintenant quand on publie quelque chose. Donc c'est vrai que je pense que publier par exemple un certain nombre de papiers non définitifs pourrait aider à travailler dans ce sens-là, et puis peut-être d'avoir aussi le commentaire d'un collègue typiquement d'une autre branche du droit, qui dit mais ça me fait penser à telle chose, etc. Je pense que ça serait un moyen aussi probablement voilà, peut-être d'avoir une doctrine qui soit, même si elle finit par être signée par une personne, sur laquelle il y a une réflexion un peu plus collective sur un certain nombre d'enjeux juridiques.